Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Tartou. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Michel, est-ce que je peux savoir pourquoi il y a tant de carcasses de vélos tout plein le jardin? Mais j'en ai besoin pour retaper la machine à voyager dans le temps. Oh, elle était cassée. Bah oui, j'ai voulu aller voir si Rome s'était construite en un jour. Et Bah j'ai cogné la grande tour là. oh putain, Michel. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Cette semaine, on va se pencher sur un cas un peu particulier, le cas d'un fake présumé particulièrement complexe à décortiquer. Oh là là, déjà que moi j'ai du mal à décortiquer une pistache. Mais on va faire ça ensemble parce que la pédagogie, c'est le bien. Tout commence avec un tweet de François Asselineau qui explique que oui, ça y est, on a la preuve grâce à un document fuité que le SARS-CoV-2 est bel et bien sorti du laboratoire de Wuhan. Oh, Bingo Kong. Bingo Kong, moi je vous le dis, Bingo Kong. En même temps avec le tweet Asselineau, fuité, Wuhan, tout ça dans la même phrase. Bingo. Waouh, non mais on les gagne vachement de plus en plus tôt notre bingo con quand même. Bon, le monsieur est coutumier des partages d'âneries sur la question et explique à qui veut l'entendre que lui, son Covid, il l'a soigné à l'ivermectine. Mais bien entendu, derrière on a le droit à une avalanche de commentaires disant que c'est donc la preuve que Luc Montagnier dit vrai depuis le début. Luc, enfin Lulu, moi je l'appelle Lulu, c'est le gars qui explique que le virus a été créé en laboratoire en y injectant une séquence du VIH, mais qui raconte aussi qu'on soigne Parkinson avec de la papaye fermentée et qu'on peut guérir du sida avec des suppléments de vitamine A. Moi je l'aime pas. C'est ce genre de crédibilité. Donc bon, jusque-là, le Dendrobat n'y a pas trop prêté attention. C'est alors que Le Point sort un article dessus. Et je vais pas vous le mettre en description parce que de toute façon, il est réservé aux abonnés et puis... Bon, pour le coup, c'est du très mauvais journalisme. Donc, on s'en passera. Sauf que Le Point, c'est un journal qui tend à être plutôt fiable. Bon, là, il faut creuser. Peter! Il ne s'appelle pas Peter. Oui, bah peut-être, mais en attendant, il a une pelle. Michel, ferme bien ton claque-mouille. Sinon, la pelle, tu sais où tu vas la retrouver. Leur source, c'est un article de Newsweek, que pour le coup je vous mets en description car ça va être notre source principale. Qui explique qu'un groupe d'activités nommé Drastic a fait fuiter un document prouvant que le virus a été fabriqué à Wuhan. Problème numéro 1. Personne n'a vu ce document. Je cite. Drastic did not publicly release the actual document, it said it has been seen. Et qui dit? Le monsieur il dit que Drastic n'a pas rendu public le document qu'il dit avoir vu. Ah oui. Problème numéro 2, on ignore tout de la source. Alors on le sait, dans le cas des lanceurs d'alerte, souvent l'anonymat les protège, et c'est à respecter. Mais ici, pas même une mention d'où c'est censé venir. Un piratage, un ancien employé, le secrétariat d'une huile quelconque. Comme Puget? Rien, c'est juste arrivé, c'est tout. Pour autant qu'on le sache, ça peut bien être un PowerPoint tout naze et flashy fait par ma grande tante depuis son EHPAD. Oh, elle est célibataire. Michel! Oh! Quoi? Mais bon, admettons. Que dit exactement ce document, ou du moins qu'est-ce que Drastic prétend que le document dit? Enfin, on va simplifier quoi. Le document est Apparemment, la demande de financement américain donc pas de rapport avec Wuhan pour l'instant. d'un projet de recherche en génie biologique sur les coronavirus appelé projet Diffuse. Le but du projet aurait été d'étudier des coronavirus de chauve-souris modifiés pour être plus transmissibles à l'humain, afin de comprendre leur fonctionnement et de prévenir une éventuelle pandémie future issue d'un cousin du SRAS. Soit exactement ce qui nous est tombé sur la tête, donc bon, la crainte était relativement fondée. Le projet aurait dû être mené de 2018 à 2022, et c'est là qu'apparaît le troisième problème. D'après les documents fuités lui-même, le projet a été rejeté car jugé trop dangereux. L'hypothèse de Drastic est de dire que les auteurs, mécontents du rejet, ont quand même monté le projet ailleurs. Mais même eux n'avancent aucun élément en ce sens. Quand bien même ce serait le cas, il existe encore moins d'éléments indiquant qu'il aurait été monté à Wuhan plutôt que n'importe où ailleurs. Je résume donc. La preuve que le virus a été fabriqué en laboratoire à Wuhan, c'est un document que personne n'a vu, dont on ne connaît pas l'origine ni l'authenticité, à propos de la demande de financement d'un projet qui ne devait pas avoir lieu en Chine et qui a été rejeté. Ok. Je veux bien que la Chine ne coopère pas beaucoup pour aider à comprendre l'origine de la pandémie et que c'est suspect, mais il va falloir trouver plus convaincant, comme la découverte de la semaine par exemple. Oh là là, mais quelle transition de folie!
découverte de la semaine. Ah, c'est beau, j'en chiale. C'est trop beau. Une nouvelle étude de l'Institut Pasteur Disponible sur nature.com et en description. confirme l'existence de populations de chauves-souris réservoirs de plusieurs coronavirus extrêmement proches de celui qui nous tatane la tronche depuis des mois. Cette étude renforce l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait finalement peut-être pas eu d'hôte intermédiaire entre l'humain et la chauve-souris, puisque 3 des spécimens trouvés étaient capables de se lier aux récepteurs des cellules humaines. Toutefois, ces échantillons ont été prélevés au Laos et rien n'explique comment ils seraient arrivés en Chine. Également, les échantillons manquent d'une séquence qui permet la fusion des membranes entre cellules humaines et le virus. Nécessaire pour que celui-ci devienne infectieux à large échelle. La quête d'un hôte intermédiaire n'est donc pas encore tout à fait obsolète. Dis donc que ça commence à faire beaucoup de peut-être, non? Oui, mais la science, c'est comme ça. Enfin, plus inquiétant, les chercheurs concluent en disant que Leur étude prouve surtout que les coronavirus, n'ayant qu'un saut de puce à faire pour devenir pathogènes aux humains, sont en réalité fréquents dans la nature. et qu'on n'est peut-être pas sorti du placard. Je suis à peu près sûr que c'est pas la bonne expression, ça. Piste de la semaine. Diabète. On sait que le diabète est un facteur de risque pour le Covid, mais il semblerait que l'inverse soit vrai aussi. Une étude publiée l'an dernier Qu'on vous glisse en description. alertait déjà sur une tendance inquiétante puisque 14,4% des patients guéris du Covid développaient par la suite un diabète particulièrement agressif avec un taux de sucre dans le sang très fort demandant rapidement beaucoup d'insuline. Une étude plus récente Aussi en description. s'est attelée à comprendre le mécanisme à l'origine. Alors, il y a beaucoup de termes très compliqués, donc le Dendrobat Doctor vous la fait courte. Après l'infection, on ne sait pas pourquoi le pancréas ralentit la production d'insuline et se met à produire son enzyme inverse en grand nombre. Les 2 hypothèses les plus probables sont: hypothèse numéro 1, le Covid accélère le dysfonctionnement du pancréas chez des patients qui avaient déjà ce problème, mais de manière encore silencieuse. Hypothèse numéro 2, le virus modifie le fonctionnement des cellules bêta qui sécrètent l'insuline, auquel cas on ignore pour combien de temps et par quels moyens. Plus de travaux sont à venir. Comme sur la A86. Impasse de la semaine. Suède. Le pays suspend temporairement l'usage du vaccin Moderna pour les moins de 30 ans par principe de précaution. L'autorité de santé suédoise évoque des signes un peu plus importants chez les jeunes d'inflammation du péricarde et du myocarde, mais se veut en même temps rassurante. Le risque d'être atteint est minime. C'est un effet secondaire très rare. La myocardite et la péricardite disparaissent souvent d'elles-mêmes, sans causer de problèmes durables. Ils ont vraiment un drôle d'accent, les Suédois. Non, c'est juste qu'on a toujours pas de budget, Michel. Ok. Il n'est pas très clair du coup pourquoi la suspension est nécessaire, mais dans un pays où le gouvernement a été très critiqué pour sa gestion de l'épidémie envers et contre le consensus scientifique, il n'est pas forcément étonnant de voir les autorités pécher un peu par excès de prudence. Notre source nous vient de FHM, FHM Comment ça, FHM l'autorité de santé publique de Suède. Ah oui, ok, oui. Je pensais pas à ça, mais d'accord. Mauvaise nouvelle de la semaine. Guadeloupe. L'ARS de Guadeloupe a beaucoup de mal à endiguer l'épidémie et fait à présent face à de véritables sabotages au sein même des hôpitaux. Huile de vidange déversée dans les services, colle dans les serrures des réserves de matériel, portes et accès bloqués avec du mobilier, agressions verbales et physiques des médecins, alors que la saturation hospitalière est encore à 93% de lits de réanimation occupés par des patients Covid, plusieurs établissements ont porté plainte pour agression, vandalisme, avec effraction et mise en danger de la vie d'autrui. Notre source nous vient de l'ARS de Guadeloupe. Nouvelle-Calédonie. Alors que le confinement strict de l'île s'apprête à être levé, Mais avec le maintien du couvre-feu, la situation n'est pas encore brillante. Les chiffres sont difficiles à obtenir car la Nouvelle-Calédonie n'est pas techniquement un dom-tom et les données ne sont pas centralisées. Mais la mortalité constatée est pour l'instant supérieure à près de 40% de ce qui était attendu. les causes sont multiples. Une plus grande prévalence du surpoids et de l'obésité. 67,3% de la population est en surpoids et 37% est obèse. Un nombre important de diabétiques aussi. 5,5% de la population est diabétique. Une population qui pratique très peu les gestes barrières. Mais surtout un taux de vaccination ridicule. Si, aujourd'hui, il a fait un bond pour atteindre les 56,3% de primo-vaccinés, Qui déjà n'est pas brillant. il n'était que 31,7% quand le confinement a été déclaré et que l'épidémie était déjà hors de contrôle. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. Parti à la traîne, la France fait désormais partie des pays les mieux vaccinés du monde avec près de 75% d'immunisés. Oui, ce n'est pas assez, mais il faut se réjouir un peu des choses qu'on fait bien. Avec un taux moyen entre voisins de 67,7%, la France fait même partie des bons élèves de l'Europe, avec l'Italie et la Belgique. Oh, pour une fois que ça arrive. Qu'est-ce que putain de quoi? Bon, pendant le déménagement du Dendrobat, il s'est passé des trucs et heureusement que le Dendrobat Doctor a des abonnés formidables qui lui envoient des sources régulièrement parce que elle passe à côté de certaines choses. Comme les promos rayons fruits et légumes. Non, des choses énormes. Un éléphant.
Elle est passée à côté d'un éléphant? Car aujourd'hui, on va parler d'un énorme scandale. Bah, un éléphant ça trompe énormément. Hein. Énorme niveau cour pénale internationale. Ah non, là je sais pas. Les faits se passent au Brésil qui a connu un nombre conséquent de morts, l'apparition d'un variant bien casse-noix de coco comme il faut, et des crises sanitaires locales qui n'ont pu être à peu près résolues que par l'aide humanitaire. Il y a toujours plusieurs causes à un tel fiasco, mais ici, l'une d'elles est assez facile à définir. Le président Jair Bolsonaro. Il a d'abord nié la pandémie, puis sa gravité s'est opposée au port du masque, au confinement et au couvre-feu décrété localement, et n'a eu de cesse que d'inciter sa population à s'en remettre à des remèdes miracles dont on sait qu'ils sont inefficaces. En premier lieu, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Pour toutes ces raisons, le président Et son gouvernement en général. est sous le coup d'une enquête menée par une commission parlementaire au Sénat. Début octobre, un groupe de 15 médecins ayant travaillé pour le groupe hospitalier Prevent Senior dépose un dossier explosif de 10 000 pages tout de même sur le bureau de la dite commission. Le groupe hospitalier aurait falsifié les dossiers de nombreux patients, dont 9 morts du Covid. Bah, pourquoi faire? Parce que ces patients étaient des cobayes à leur insu. Ils recevaient, sans le savoir, un kit Covid composé d'hydroxychloroquine, d'azithromycine et d'ivermectine. Or, il fallait absolument que ce traitement marche. Et il n'était pas question que les gens qui l'avaient reçu meurent du Covid. Les dossiers ont donc été trafiqués. De la même manière, les patients atteints du Covid et traités avec des cocktails disparaissaient purement et simplement des registres s'ils étaient restés hospitalisés plus de 2 semaines. Le groupement hospitalier nie. Mais cela lui est difficile puisqu'il a déjà été condamné à payer l'équivalent de 320 000 € à un patient qui souffre de séquelles graves et à qui l'hospitalisation en soins intensifs lui avait été refusée pour lui prescrire à la place le fameux cocktail. Nom d'une petite tapenade trop poivrée de bordel de quoi, me direz-vous? Et le Dendrobat Doctor s'est posé pile poil la même question? Le document transmis par les médecins et la commission indique que le groupe hospitalier aurait servi de laboratoire, hors de tout contrôle éthique et scientifique normal. Un bureau parallèle, un organe directement lié à Bolsonaro. Pour les médecins, l'affaire est claire, Bolsonaro avait décidé que l'hydroxychloroquine et l'ivermectine marchaient. Et elles allaient marcher, coûte que coûte. La commission parlementaire prend l'affaire extrêmement au sérieux et envisage Si l'implication est avérée, de poursuivre son président pour crime contre l'humanité. Point méthode de la semaine. Pourquoi la dissonance cognitive rend les gens plus agressifs? Cette semaine, j'ai parlé d'hydroxychloroquine et d'ivermectine. Autant vous dire que le modérateur aiguise déjà sa pelle. Vas-y Peter, tu vas te faire taper dessus par le Dendrobat Doctor si tu continues à l'appeler Peter. Bah non, elle habite vachement beaucoup trop loin pour ça maintenant de toute façon. Mais comment? Il y a des sujets comme ça pour lesquels on a pu constater qu'il nous valait beaucoup de messages agressifs et mécontents. Alors, pourquoi cela? Et pas, par exemple, le molnupiravir? Ou l'interféron? Parce que ces sujets ont été investis émotionnellement, très fort et très longtemps. L'hydroxychloroquine, j'en parle même pas. Tout le monde a vu que c'était de la folie furieuse. Qui plus est, dans ce cas précis, cristallisé autour d'un personnage qu'il n'était pas question d'attaquer sans se prendre des salves de harcèlement, d'injures, de menaces dans la tête. Oui, mais bon, en ce moment ça va. Hein. Moi je trouve que depuis un petit moment, ça roule Raoult. L'ivermectine a été beaucoup mise en avant par certains politiques. Par des réseaux de désinformation, avec l'idée qu'il fallait la défendre car on privait les gens d'un droit légitime à recevoir un traitement. Et c'est devenu aussi un champ de bataille. Le Dendrobat Doctor a passé des jours, je veux dire au cumulé littéralement des jours de sa vie qui ne seront jamais rendus au Dendrobat Doctor. Un jour c'est long. Des jours à répéter les mêmes explications face aux mêmes arguments, aux mêmes pseudo-études, à la même documentation pourrie. Et Peter peut en dire autant. Ah, donc il s'appelle bien Peter. Non, ma langue a fourché, modérateur, je voulais dire modérateur, j'ai dit modérateur. Sauf qu'arrive un moment où le cerveau a investi énormément de temps, d'énergie, d'hormones et d'efforts à croire quelque chose. Et ça ne marche pas. Non, parce que là, clairement, ça marche pas. Mais l'investissement est trop grand. Le cerveau ne peut pas juste prendre les preuves contradictoires, les assimiler et changer d'avis. Non. Non, c'est même pire. La personne dirigée par le cerveau s'est probablement montrée odieuse avec beaucoup de gens qui, en fait, avaient raison. Et ça, c'est insupportable pour l'image qu'on a de soi. C'est véritablement une violence. Et le cerveau, lorsqu'on lui fait violence, il se défend. Bon, Joe, c'est mon gaillard ça. Défends-toi. Tatane dans sa gueule. S'il est pas content, bam, dépression. Il ne peut pas avoir investi tout ça pour rien. Il ne peut pas avoir été insultant et méprisant envers des gens qui avaient raison. Et il ne peut pas s'être brouillé avec ses proches pour une erreur. Enfin quand même. Alors il trouve des explications. Les preuves sont trafiquées, les médecins sont corrompus, les chercheurs mentent, les vulgarisateurs sont achetés. Oh, si seulement. Non, mais vraiment, filez-nous de la thune, hein. D'ailleurs, je crois qu'on a un lien Utip, non? Non mais les gars, on est au milieu d'une chronique, là, on peut pas faire la pub comme ça, maintenant, de façon sauvage, c'est pas le moment. Bah oui, c'est quoi la prochaine étape? De demander aux gens de s'abonner? Et puis quoi encore? De lâcher un com?
c'est ça. Toutes ces explications ne font pas un portrait très aimable du monde et des gens. Gens contre qui il peut donc déverser son agressivité. Puisque c'est de leur faute s'il va mal, le monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce mécanisme, je vous laisse en description la très bonne vidéo de la tronche en biais à ce sujet, ainsi qu'une illustration que je trouve très parlante, même si elle traite surtout du biais de confirmation de comment le cerveau arrive toujours à retomber sur ses pattes une fois qu'il s'est accroché à un truc par hygiène mentale. Aussi en description, parce qu'on est des gens trop sympas. Et accessoirement, on fait des poutous aux deux. Moi j'aime bien la tronche en biais, mais et aussi beaucoup hygiène mentale. Bisous, les gars. Michel, oh là là, Michel, non, arrête. Bon, ça va, c'est bon, j'essaierai de plus demander aux gens de s'abonner pendant les rubriques. Non mais oui, mais c'est grave relou en fait, fais pas ça. Oh, on en a gros. Oh, c'est bon, moi je retourne retaper ma machine à voyager dans le temps, hein. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le début de la campagne de vaccination de la grippe. Si vous êtes fragile ou que vous côtoyez quelqu'un qui l'est, vaccinez-vous. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur et autant que possible, restez chez vous. Bisous! Bisous. Dis Michel, ta machine, pourquoi tu la ponces là complètement? Bah, c'est pour la peindre ensuite. Attends, tiens, prends ça. Et surtout, faut pas que les fils se touchent, hein. Et ensuite, je compte demander aux gens de quelle couleur ils verraient bien la machine. D'accord. Mais c'est quoi ce machin que j'ai dans les mains? C'est un Testigourou maturé couplé à un démarreur de scooter et une batterie de Nokia 3310. J'ai rien trouvé de plus solide. Ah, d'accord. Mais c'est pour quoi faire? Ah, le démarreur c'est pour démarrer, la batterie c'est pour l'autoradio et le Testigourou c'est pour le confort. Très bien, formidable.